Bienvenue à Dialogue de changement. La vie n'est pas un vide à remplir, c'est une plénitude à découvrir. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui quelques pensées sur l'anthropologie du droit. Vous inviter à une petite introduction à l'anthropologie du droit, tirée de mon livre « Le droit au miroir des cultures pour une autre mondialisation ». L'anthropologie du droit, telle qu'elle sera développée tout au long de cet ouvrage, enseigne que la juridicité est la mise en forme et la mise de forme est la reproduction de nos vies en société et la résolution de nos conflits. Ces mises en forme sont le fruit de nos histoires. Elles s'inscrivent toujours dans des logiques et des visions du monde particulières. Le transfert de modèles juridiques, politiques ou économiques ne va jamais sans transfert parallèle de modèles de société. Il y a donc un véritable enjeu à s'interroger sur l'occidentalisation de nos ordres politiques, juridiques et économiques, pour faire un clin d'œil au titre d'un ouvrage de Bertrand Badi. Les modèles occidentaux de mise en forme du vivre ensemble se sont étendus sur toute la planète. Pour l'instant, les recherches ont principalement porté sur l'acculturation des ex-colonies face aux modèles importés, et plus ou moins imposés de fait. Les enjeux de ces transferts par rapport à la question de l'organisation du vivre ensemble de ces sociétés n'ont pas encore été suffisamment explorés. Si les ex-colonies s'inscrivent dans les phénomènes de globalisation et ne peuvent se couper du reste du monde, les enjeux d'une réinvention de leur contemporanéité, bâtissant sur leurs ressources et visions endogènes, apparaissent de plus en plus clairement. À défaut, elles courent le risque déjà réalisé dans une large mesure de leur aliénation, au sens qu'elles deviennent étrangères à elles-mêmes. Heureusement, le contexte général a évolué. Poser les conceptions occidentales comme universelles apparaît de moins en moins satisfaisant, que l'on se place au niveau théorique ou pratique. Les échecs et même les semi-réussites des transferts institutionnels occidentaux vers le reste de la planète, suite au mouvement des indépendances, remettent en cause la prétention à l'universalité du modèle. Par ailleurs, outre le spectre à conjurer d'un possible choc des civilisations, on sent émerger une éthique de la participation. Tous les habitants de notre planète devraient pouvoir participer au village global et ne pas s'en trouver exclus. Or, ceci suppose que l'on prenne au sérieux les différentes visions du monde et du vivre ensemble et que l'on s'attelle à leur mise en dialogue. Le premier pas consiste à créer les conditions pour que les différents acteurs puissent participer à leur propre société, selon leurs modalités. C'est sur ces bases que l'on peut ensuite s'interroger sur les modalités de participation au monde global, qui restent pour beaucoup une abstraction lointaine. Cessons de parler du village global, comme y invite Raymond Panicard. C'est une contradiction dans les termes. Tout village est par nature local, enraciné dans un certain ethnos. Dans cette perspective, toute ouverture au global ne peut se faire qu'en complémentarité avec une inscription dans le local. Les anthropologues observent d'ailleurs sur de nombreux terrains les phénomènes d'acculturation et l'émergence de situations qui se situent entre modernité et tradition. Les deux avec un S. Dans des creusets où se rencontrent, se métissent, s'évitent, se transforment, se réinventent différentes visions du monde, logiques et pratiques en interaction. Face à une globalisation perçue de plus en plus comme occidentalisation, voire comme impérialisme néolibéral, ou même comme économicisation du monde, pour citer Serge Latouche, la question se pose. Un autre monde est-il possible? Serait-il temps de nous lancer dans une utopie alternative? Ou peut-être, plutôt que de rêver d'un ailleurs imaginaire, ne devrions-nous pas revisiter le monde même dans lequel nous vivons? Mais en changeant de perspective, en portant notre attention sur ce que la vision moderne du monde mettait à la périphérie, voire même complètement hors jeu. C'est ce que propose Boaventura de Sousa Santos, en lançant l'invitation de s'engager dans une hétérotopie. Celle-ci ne désigne pas le rêve d'un monde meilleur, mais simplement imaginaire, avec le risque connu que comporte la réalisation d'utopies ici-bas. Elle consiste plutôt en un déplacement dans le monde même dans lequel nous vivons, du centre vers les marges du système de pouvoir. Ces marges sont d'ailleurs loin d'être marginales. À l'instar de la surprise que l'on peut éprouver en voyant pour la première fois une photo de la face immergée d'un iceberg,
on s'apercevra que ces réalités marginales sont centrales. Elles apparaissent comme constituant la partie immergée des régulations juridico-politico-économiques, qui est bien plus importante que la partie émergée qu'éclairent les projecteurs de la modernité. Elle ne se situe pas aux confins du droit, comme pouvait le suggérer le titre d'un bel ouvrage d'anthropologie juridique de Norbert Rouland, mais nous oblige à repenser le droit et les institutions modernes en leur cœur même. C'est au mystère de l'institution de la vie en société qu'il faut oser se frotter. Comment mettre en forme aujourd'hui, dans des contextes d'interculturalité croissant, la reproduction de nos humanités, si universelles et en même temps si diverses? Cet ouvrage dessinera quelques pistes pour ce renversement de perspective. Il empruntera des chemins de traverse et invitera de nombreux détours pour éclairer le mystère de la juridicité à partir de topoi différents. Peut-être se dégageront ainsi de nouveaux horizons de réflexion et d'action pour le monde contemporain. Le cheminement se fera en oscillant entre les pôles de l'altérité, de la complexité et de l'interculturalité, selon une démarche d'anthropologie du droit. Le rôle du premier chapitre sera d'introduire le lecteur à cette démarche, à le sensibiliser à la perspective particulière de l'anthropologue du droit, qu'il retrouvera au fil des chapitres suivants. Comme il le constatera, les exigences du diatopisme et du dialogisme sont au cœur de toute démarche anthropologique. Tout discours, toute pratique doit être resitué dans son topos pour révéler à travers lui les logiques originales à l'œuvre et pour dégager les mythes ou horizons invisibles de la pensée où ils s'inscrivent. Apparaît ainsi l'exigence d'un positionnement interne-externe. En sciences sociales, les objets d'étude sont des sujets. L'anthropologie, plus particulièrement, a comme l'une de ses visées principales de comprendre l'autre comme sujet, de comprendre ses actions en les reliant à ses autoreprésentations, à la perspective qu'il peut avoir sur elles. Mais on ne saurait s'arrêter là. Comme le soulignait avec humour Cornelius Castoriadis, l'ethnologue qui a tellement bien assimilé la vue du monde des Bororos qu'il ne peut plus le voir qu'à leur façon n'est plus ethnologue, c'est un Bororo. Et les Bororos ne sont pas des ethnologues. Sa raison d'être n'est pas de s'assimiler aux Bororos, mais d'expliquer aux Parisiens, aux Londoniens, aux New-Yorkais de 1965 cette autre humanité que représentent les Bororos. Et cela, il ne peut le faire que dans le langage, au sens plus profond du terme, dans le système catégorial des Parisiens, Londoniens, etc. Or, ces langages ne sont pas des codes équivalents, précisément parce que dans leur structuration, les significations imaginaires jouent un rôle central. L'anthropologue joue donc, d'une part, le rôle de traducteur. C'est un passeur entre les mondes, comme le rappelait très à propos le titre du Liber Amicorum de Michel Alliot, l'un des pères fondateurs de l'anthropologie du droit française. Mais ce n'est pas tout. L'anthropologue du droit essaye aussi, dans le cadre des sciences sociales, de donner des explications générales sur la mise en forme des sociétés et de leur reproduction. Il tente de révéler les réalités cachées en dessous des apparences, les lois, sous-tendant les lois pour faire référence à la juristique d'Henri Lévy-Bruhl. Il vise à rendre plus intelligibles les jeux et enjeux de la juridicité, qui ne sont que très partiellement conscients aux acteurs eux-mêmes. Comme le soulignait Gaston Bachelard, il n'y a de science que de ce qui est caché. Mais si les sciences sociales ont une visée de scientificité qui ne leur permet pas de s'arrêter au point de vue interne, aux opinions, mais les oblige à dévoiler ce qui se cache derrière elles, elles ne peuvent cependant pas, et ceci est d'autant plus vrai pour les approches anthropologiques, les réduire à de simples objets d'étude. Les acteurs avec lesquels nous travaillons sont aussi, et même avant tout, sujets de dialogue et partenaires dans une construction de savoir partagé. Si le dialogue dévoile leur impensé, leur vision du monde, il en fait de même par effet de miroir en ce qui concerne nos propres présupposés. Dans une démarche diatopique et dialogale, dialoguer implique de se situer les uns par rapport aux autres, pour pouvoir partager et s'enrichir mutuellement. D'où la nécessité de commencer par expliciter le topos du chercheur, afin que le lecteur puisse, s'il le souhaite, entrer en dialogue avec ses exposés et les clés pour pouvoir les aborder dans une optique de partage et de complémentarité à ses propres démarches, forcément situées différemment. Voilà quelques inspirations qui, j'espère, vous donneront peut-être même envie de lire ce petit livre, Le droit au miroir des cultures, sur une démarche dialogale avec les autres pour inventer en commun les modalités d'un vivre ensemble plus harmonieux. J'espère que ces pensées vous auront interpellé et inspiré en ce mardi 3 juillet 2012.
Merci.